Je sais pas si vous avez vu passer cette image d'une famille accueillie par Vladimir Poutine à la sortie de l'avion. Les gamins ont découvert qu'ils étaient russes quelques heures plus tôt, et surtout que leurs parents étaient des espions russes infiltrés en Slovénie depuis des années. Que vous soyez plutôt James Bond ou SS-117, dans la pop culture et plus largement l'imaginaire collectif, un espion c'est un type surentraîné qui sauve le monde en allant déjouer les plans des méchants à l'étranger. Dans la réalité, je pense pas que beaucoup d'espions se sont retrouvés à descendre un glacier en snowboard en essayant d'éviter un laser géant. Mais concrètement, ça fait quoi un espion ? Alors, l'espionnage ou le renseignement, c'est pas vraiment la même chose en vrai, c'est le fait d'obtenir des informations dans le but de protéger les intérêts d'un pays. Alors, concrètement, à la seconde où on a eu des groupes qui se sont organisés, ils ont commencé à espionner les autres. On trouve des espions en Chine antique, en Égypte antique, en Grèce antique, en Rome antique, chez les Mayas. Bref, l'espionnage est partout, tout le temps. On en parle même souvent comme le deuxième plus vieux métier du monde. Mais vu qu'on va pas refaire toute l'histoire de l'humanité, on va se concentrer sur la France ici. Pendant tout le Moyen-Âge, on a des espions, mais vous savez quand on a mis en place le premier programme d'espionnage, en mode il y a un bureau, des agents et tout ? Quand on a inventé la poste. Enfin, la poste, on ouvre le service postal royal aux gens normaux, et en parallèle, on crée ce qu'on appelle un cabinet noir. Noir parce que c'est obscur, donc secret. Et le taf de ce cabinet noir, c'est d'ouvrir les courriers de tout le monde. T'envoyais une lettre sous Louis XI, tu pouvais être sûr qu'elle avait été lue avant d'arriver à son destinataire. Et ça a continué jusqu'au 19e siècle. En vrai, il y avait beaucoup plus de monde qui savait lire et écrire, du coup il y avait beaucoup plus de lettres à traiter et ça avait plus vraiment de sens. Mais le concept de cabinet noir est resté lui par contre. En général, on l'emploie pour parler des systèmes mis en place par les présidents pour surveiller tout un tas de monde. Opposants politiques, journalistes, tout ce qui peut déranger quoi. Quasi tous les présidents français ont été soupçonnés d'avoir leur cabinet noir. L'Élysée n'écoute rien. Le groupe Il n'y a antiterroriste. pas de système d'écoute ici. Alors que Le préfet Poutot, qui dirigeait la cellule, confirme aujourd'hui qu'il avait toute latitude pour mettre des dizaines de personnalités sur écoute. Oups. Bref, c'est surtout pour les renseignements perso des dirigeants. On a bien essayé de démanteler le bail à la Révolution, mais comme vous l'avez vu, ça n'a pas trop pris. Mais le vrai premier bureau de renseignement qu'on voit apparaître en France, c'est le deuxième bureau, qui apparaît en 1871. Alors, deuxième parce que ça fait partie de l'armée et que, en fait, il y a plein d'autres bureaux qui font plein de trucs différents. Alors, ça va évoluer avec le temps, ça va changer de nom, ça va être fermé, ça va être remplacé, on va en créer d'autres à côté pour d'autres buts spécifiques. Et si aujourd'hui, les deux plus connus sont sûrement la DGSE et la DGSI, ils sont loin d'être les seuls. Les frontières entre les différentes agences sont plutôt bien tracées. Et donc, chacun travaille dans un domaine particulier, sans gêner le petit voisin. Voilà, il y a Tracfin, le renseignement, par exemple, de finances, relié au ministère des Finances. Il y a la DRM, qui est vraiment le renseignement militaire, et spécifiquement militaire. Donc, la DRM ne donnera du renseignement que lorsque des troupes françaises sont déployées sur le terrain, ou alors quand il y a un conflit, je veux dire, militaire. Là, la DRM a du renseignement à transmettre, elle est attendue là-dessus. Plusieurs agences, mais chacune se complète finalement. Ça consiste en quoi le renseignement aujourd'hui ? Il y a le renseignement legit, demander des infos à des contacts, surveiller sur le terrain, etc. Mais je pense que ce qui nous intéresse tous ici, c'est la partie clandestine du métier. On va commencer par l'espionnage, parce que on espionne tout le monde, que ce soit des gouvernements, y compris des gouvernements alliés, des entreprises ou des citoyens random, tout le monde a le potentiel d'être surveillé. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait eu un pseudo-scandale il y a quelques années où on avait découvert que les États-Unis espionnaient certains dirigeants européens avec l'aide des renseignements danois. Alors, il y en a bien qu'on fait les choquer, mais la vérité, personne n'était surpris, parce que ça arrive tout le temps. Par exemple, en janvier 2005, on découvre que plusieurs clients de Vodafone, un des plus gros opérateurs téléphoniques en Grèce, avaient été mis sur écoute par un logiciel espion. Et dans ces clients, on retrouve des membres du gouvernement, des hommes d'affaires et des fonctionnaires. Juste après cette découverte, on a retrouvé le responsable du réseau Vodafone en Grèce, assassiné. On suppose que c'était potentiellement le premier à avoir découvert le bail. Sur le moment, le gouvernement grec va accuser Vodafone d'être responsable de l'espionnage. Mais 6 ans plus tard, l'enquête va finir par prouver que les écoutes passaient par l'ambassade des États-Unis en Grèce. Et que les mecs responsables de tout ce bordel étaient des agents
de la NSA. Il y a un super épisode du podcast Darknet Diaries sur le sujet, je vous le recommande de ouf pour le coup. Bref, la NSA, donc, c'est l'Agence nationale de sécurité aux États-Unis. Elle revient souvent dans ce genre d'affaires. L'espionnage de dirigeants européens dont j'ai parlé juste avant, c'était aussi la NSA. Mais ils espionnent pas que les gouvernements d'autres pays. Je vais pas vous refaire l'affaire Snowden en entier, mais en gros, en 2012, Edward Snowden, qui travaille pour un prestataire de la NSA, récupère des infos confidentielles qu'il transmet à des journalistes pour les rendre publiques. Dans ces documents, on apprend que la NSA espionne les appels téléphoniques, les SMS, les mails, l'historique internet de millions de citoyens américains, mais aussi de millions de citoyens de plein de pays différents avec l'aide du GCHQ, une branche des renseignements britanniques, tout ça en forçant la main à plusieurs opérateurs téléphoniques pour leur permettre de surveiller leur réseau. Genre en France, avec l'aide de la DGSE via le traité Lustre, la NSA a pu espionner des hommes d'affaires et des hommes politiques en toute tranquillité. Et ça, on le sait uniquement parce que ces documents ont fuité. Aujourd'hui, Edward Snowden est planqué en Russie parce qu'il a un mandat d'arrêt international au cul pour espionnage. Ouais. Bon, je pourrais aussi rapidement parler d'espionnage industriel. Quand un gouvernement espionne des entreprises, genre le gouvernement chinois qui s'est fait attraper à espionner Boeing et Airbus. Bon, il y a aussi les Français qui se sont fait choper à tenter d'espionner Boeing, et les Ricains se sont fait choper à tenter d'espionner Airbus, avec l'aide des renseignements allemands. Beaucoup d'espionnage dans l'aéronautique quand même, non ? Le but de ce genre d'opération, en général, c'est de voler de la technologie ou tout simplement de s'en renseigner en tsum-tsum sur les plans économiques d'une boîte étrangère pour en informer les boîtes de son propre pays. Mais tous ces bails, c'est pas le fait d'espions qui ont été parachutés là du jour au lendemain, ça se prépare ces affaires. Pour revenir aux espions russes dont j'ai parlé au début, c'est pas juste qu'on les a envoyés espionner le gouvernement slovène. C'est un plan qui a pris des années. C'est l'histoire de Maria Rosa Meyer Munoz et de Ludwig Gich. Elle est mexicaine, lui autrichien. Elle est artiste, lui est entrepreneur dans la tech. Ils se rencontrent au Mexique, tombent amoureux et déménagent en Argentine en 2012. Là-bas, ils vont se marier et avoir 2 filles. En 2017, ils déménagent en Slovénie. Maria ouvre une galerie d'art et démarche des artistes locaux. Ludwig, lui, il continue son petit business dans la tech. Petite vie de famille tranquillou dans un quartier pavillonnaire, ça fait des barbecues en été, tout ça, jusqu'en décembre 2022. La police slovène débarque et les chope en pleine communication cachée avec Moscou. Parce que Maria Rosa et Ludwig, en réalité, ils s'appellent Anna et Artem Dulcev. Et c'est des espions russes. Ils vont passer 20 mois en prison avant d'être échangés contre des prisonniers occidentaux et rentrer chez eux, accueillis par Vladimir Poutine en personne à la sortie de l'avion. Leur gamine ne savait même pas qui étaient leurs parents, elle parlait que espagnol et pour elles étaient juste argentines. Désolé, mais c'est des bails de film, ça. Bon, après, c'est pas obligé d'être aussi compliqué à chaque fois. Ça peut coûter cher de révéler des secrets si on se fait choper. Du coup, pour motiver les gens, on utilise l'acronyme MICE pour argent, idéologie, contrainte et ego. Mice, ça veut dire souris en anglais. C'est marrant parce qu'en français, on a vice, avec vénalité à la place d'argent. C'est comme quoi on n'a pas tous les mêmes points faibles. On peut encourager quelqu'un à trahir en le payant, s'il aime pas son pays ou même juste son entreprise, en lui faisant du chantage ou en jouant sur son ego, en mode tu vas faire un truc méga important, ça va te mettre en valeur, tu vas changer le monde, t'es caté. Mais il y a aussi des moyens pour éviter tout ça. Le contre-espionnage. C'est de la défense, détecter les attaques de l'adversaire, que ce soit en renseignement humain ou technique, voire des attaques cyber, détecter d'où vient l'attaque. Puis c'est aussi de l'offensif, pour essayer de recruter une taupe chez les services qui nous intéressent et qui nous posent problème. Le contre-espionnage, c'est aussi une cellule dédiée à l'intérieur de chaque service pour voir détecter les taupes chez nous qui auraient été éventuellement recrutées. Un autre job des services de renseignement, beaucoup moins mis en avant pour des raisons assez évidente, c'est la déstabilisation. L'idée, c'est on n'aime pas trop la direction que prend un groupe étranger ou un pays, et ça nous arrangerait plus qu'ils fassent autrement. Du coup, on va leur filer un petit coup de pouce. Non, parce qu'on n'est pas des sauvages, on déclare pas la guerre à tout le monde dès que ça nous arrange. Ça coûte cher, ces conneries. Quand on parle d'ingérence, on parle d'actions commises par un État pour essayer d'influer sur l'élection dans un autre État ou sur les mouvements politiques dans un autre État. En général, ça induit des actions
clandestine, non assumée. En vrai, il y a plein d'exemples, comme la fois où la CIA a renversé le gouvernement guatémaltèque parce qu'il refusait de vendre des terres à une entreprise d'export de bananes, ou la fois où la CIA a aidé à renverser le gouvernement iranien, ou le gouvernement brésilien, ou... Bref, la CIA est souvent présente dans ce genre d'affaires. Mais il n'y a pas que, hein. Genre la guerre du Vietnam ou de Corée, c'était les États-Unis et l'URSS qui essayaient d'engrainer les pays à les suivre. Du coup, ça a foutu le sbeul et bim, la guerre. Mais c'est pas juste un bail de guerre froide, hein, et le but c'est pas non plus systématiquement de faire des coups d'état. Il y a un concept qui s'appelle l'agite-prop par exemple. Agite-prop pour agitation propagande, et ça nous vient de Russie. L'idée, c'est de faire de la propagande de masse qui joue sur les émotions du public. Un peu comme les posts méga clivants qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux, surtout en période électorale. Ah, pas vraiment des tentatives de coup d'état, hein, mais niquer une élection pour faire élire le candidat qui nous aime bien, ça peut quand même beaucoup faciliter la vie. Mais ces tentatives de déstabilisation, comme vous avez sûrement remarqué dans les articles que je viens de vous montrer, c'était pas le taf de mecs qui sont infiltrés et ont fait des bails en mode Watergate. Non, tout ça aujourd'hui, hein, c'est grâce à Internet. Internet a changé énormément de choses. Hein. Si vous pouvez regarder cette vidéo tranquillement dans le bus ou dans votre lit, bonsoir. C'est parce que votre téléphone accède au serveur de Google. Si vous pouvez taffer en télétravail, c'est aussi que votre ordi se connecte au serveur de votre taf, depuis votre connexion Internet perso. Mais ça veut aussi dire qu'avec les bonnes infos et les bonnes compétences, quelqu'un qui ne fait pas partie de votre boîte peut aussi y accéder. Et plus largement, quelqu'un qui ne fait pas partie du gouvernement peut potentiellement avoir accès à des infos confidentielles. J'ai bossé dans l'IT, hein, et je peux vous dire que la grande majorité des hacks, c'est pas des mecs en hoodie qui tapent des lignes de code super vite sur des écrans noirs. Non. La plupart du temps, c'est votre faute à vous. Par exemple, une des boîtes où j'ai bossé s'était faite hacker. Hein, on a réussi à bloquer les gars avant qu'ils puissent vraiment faire des dégâts, mais vous voulez savoir comment ils ont eu accès à notre infra? Parce que quelqu'un a cliqué sur un lien dans un mail. Et c'était pas genre un vieux qui comprend rien, hein, parce que honnêtement, les gens de 20 ans, ils comprennent autant, si ce n'est moins que ceux de 60 ans. Hein. Surtout, ça peut arriver à tout le monde. Vous, moi, tout le monde. Et je peux comprendre, hein, tu reçois un message sur ta boîte pro avec les bons visuels et une adresse mail presque identique à celle de tes collègues, qui te dit ton mot de passe, il est pas à jour, faut que tu le changes, bah, la plupart des gens ils vont le faire en fait. Donc faites gaffe à vos mails, bordel. Oh, bref, désolé, fallait que ça sorte. Les hackers. Un hacker, pour faire simple, c'est quelqu'un qui accède à un ordinateur ou un réseau en contournant ses systèmes de sécurité. Si tu te connectes au compte Facebook de ton ex parce que tu connais son mot de passe, t'as rien hacké du tout. Mais c'était vraiment pas cool de ta part. Bref, les cas les plus fréquents de hack, c'est pour avoir accès à des informations confidentielles, genre des boîtes mail de politiciens, des documents d'un gouvernement ou d'une entreprise. La plupart du temps, c'est par des groupes indépendants avec leur propre but, mais ça arrive aussi que ça vienne de gouvernements. Par exemple, récemment, des hackers du gouvernement iranien se sont fait choper en train d'essayer de récupérer des infos sur des membres chargés de la campagne de Kamala Harris et de Donald Trump pour les élections présidentielles états-uniennes. Des mecs en hoodie sur un terminal? Non. Des mails de phishing et des faux comptes de techniciens de support sur WhatsApp. Ça s'appelle le social engineering. Sur le papier, c'est la même chose que le prince nigérien dans vos mails, mais quand on est assez fort, ça peut vraiment foutre le zbeul. Maybe I'll call your cell phone provider and see if I can get them to give me your email address. I bet they're good. I bet they have my back. But yeah, go for it. A few moments later. She even gets the support person to change my password. Thank you so much for your help today. So she just basically blocked me out of my own account. Je vous mets le lien vers l'extrait entier dans la description, mais là c'est juste une personne en impro. Imaginez quelqu'un de préparé avec plus d'infos. Mais ça se limite pas à la pêche aux infos. Par exemple, il y a la fois où des Russes ont dit qu'ils avaient hacké un barrage en France, et en fait, après, on s'est rendu compte qu'ils avaient juste eu accès à un petit moulin aux œufs dans le 5-1. Mais on a eu plusieurs cas de centrales nucléaires ou de banques hackées par des gouvernements comme la Russie, la Chine ou la Corée du Nord. Et j'ai dit centrales nucléaires, oui. Des fois, c'est aussi pour des trucs plus triviaux, hein, genre le gouvernement nord-coréen qui hack les serveurs de Sony à cause du film L'interview qui tue. I don't need my father. I am strong. Je peux comprendre que ça n'avait pas trop plu à une
Mais ça demande quand même du taf tout ça. Aujourd'hui, il y a un nouveau joueur dans le game, et je vous jure qu'il rigole zéro. Pegasus, c'est un logiciel, donc un outil numérique qui permet à distance d'exercer un contrôle sur des terminaux mobiles. Ça veut dire lire ce qu'il y a dedans, écouter l'utilisateur et ses communications, voler ses données, et qui a été acheté par un certain nombre d'États pour surveiller beaucoup des opposants politiques, mais aussi dans certains cas des gens réellement menaçants sur le plan sécuritaire. La particularité du truc, une fois installé sur votre téléphone, iOS ou Android, on discrimine pas, il est virtuellement indétectable par l'utilisateur et contourne absolument toutes les sécurités du téléphone pour donner l'accès aux hackers à toutes les putains d'infos de votre téléphone. Vos messages sur WhatsApp, il les a. Vos photos, il les a. Votre historique, ça aussi il l'a. Si vous faites un truc sur votre téléphone, il le saura. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il y avait quand même besoin de cliquer sur un lien ou de visiter un site pour se faire infecter. Mais aujourd'hui, il n'y a même plus besoin de ça, en utilisant des failles de sécurité sur iOS et Android. On discrimine toujours pas ici. On peut installer l'application sur votre smartphone sans que vous n'ayez rien à faire de votre côté. C'est régulièrement corrigé par les développeurs et rehacké derrière. Ça a servi à certains gouvernements pour espionner des membres d'autres gouvernements, mais aussi des journalistes. Par exemple, des membres du gouvernement britannique ont potentiellement été espionnés par le gouvernement des Émirats Arabes Unis. Autre exemple, d'après une enquête du Guardian, des membres du mouvement indépendantiste catalan auraient été espionnés par le gouvernement espagnol via Pegasus. Et en France ? D'après le journal Le Monde, il est possible que le gouvernement marocain ait espionné le président Emmanuel Macron et des membres de son gouvernement. En Pologne, c'est plus de 500 personnes qui auraient été espionnées, dont pas mal de journalistes qui critiquaient le gouvernement d'extrême droite au pouvoir. Alors, évidemment, tous les gouvernements accusés d'espionnage démentent formellement, mais il y a pas mal d'analyses de téléphones potentiellement hackés qui disent le contraire. Mais comment une compagnie privée peut vendre ce genre de service en toute tranquillité quand ça peut mettre la sécurité d'États entiers en danger ? Eh bien parce que le gouvernement du pays où se trouve la boîte s'en sert aussi, un peu comme ils veulent en fait. En 2022, une commission a dû être créée pour enquêter sur des usages plutôt YOLO de Pegasus par la police israélienne, qui s'en servait sans mandat ni raison pour espionner des journalistes, des activistes, des politiciens, bref, un peu tout le monde. Bon, ils ont annoncé le lancement officiel de la commission il y a 1 an et on n'a pas encore de résultats. Affaire à suivre de ce côté donc. Mais le souci, c'est que moyennant quelques deniers, environ 500 000 $, n'importe qui peut mettre la main sur un logiciel qui peut espionner à peu près tout le monde. Les lois en Israël sur l'utilisation de ce type de logiciel ne sont pas les mêmes qu'au Maroc, qui est un des pays où il y a eu un vrai problème d'espionnage de journalistes et d'opposants politiques, ou qu'en France. Et donc ça veut dire que les utilisateurs du logiciel doivent se soumettre aux lois de leur pays. Donc ça veut dire qu'un client qui serait marocain, qui serait français ou qui serait américain, il n'est pas soumis aux mêmes lois. Le PDG avait assuré à plusieurs reprises que l'application ne servait qu'à espionner des criminels, ce qui n'est de toute évidence pas le cas. On vend notre produit à des gouvernements. On ne peut pas surveiller ce qu'ils font avec. Mais s'ils en font de mauvais usages, on a des moyens d'enquêter dessus. On peut couper leurs accès, on l'a déjà fait par le passé, et on le fera à nouveau. Mais on ne peut pas être blâmé pour les mauvaises utilisations qu'en font les gouvernements. Suite à tous ces scandales, la société a pris méga cher financièrement. Et Shalev Ulio a dû rendre son siège de PDG. Elle est bannie aux États-Unis, genre le gouvernement et les entreprises privées états-uniennes n'ont pas le droit de faire du bis avec. Mais Pegasus est toujours là et sert toujours. Tout ça, on le sait grâce au projet Pegasus. 80 journalistes de 17 médias de 10 pays différents ont tout balancé sur la place publique en 2021. Grâce à eux, on a découvert qu'au moins 180 journalistes de 20 pays différents ont été désignés comme cibles. On a notamment découvert que les proches de Jamal Khashoggi, un journaliste saoudien assassiné en Turquie par des membres des forces spéciales saoudiennes, avaient été espionnés avant et après son assassinat via Pegasus. En soi, l'espionnage, c'est pas aussi impressionnant que dans les films. Même si on le saurait pas si ça arrivait, il n'y a pas vraiment de bail de sauver le monde de super terroristes tous les 2 matins en faisant le mariole dans un hélico. Alors, je sais pas vous, mais je trouve la réalité beaucoup plus flippante. On vit dans un monde où on est tous connectés à Internet, où nos infos perso sont aussi toutes stockées dans des serveurs un peu partout dans le monde. Et il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on apprenne que tel ou tel service du gouvernement s'est fait hacker. Jusqu'à preuve du contraire, personne a essayé de voler des têtes nucléaires avec des plans super élaborés. Mais bon, pouvoir foutre en l'air une centrale nucléaire, c'est pas forcément mieux non plus.
Enfin, bref. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ce qu'on a fait vous a plu, déjà abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez nous soutenir, on a un Patreon qui est disponible là, je crois. Si ça marche pas, quoi qu'il arrive, le lien est dans la description. Du coup, merci pour votre temps, merci pour vos vues, et je vous dis à la prochaine vidéo.